face à face avec Loïc Hervé. Bonjour. Bonjour. Installez-vous Loïc tranquillement, Hervé. sénateur centriste de Haute-Savoie. Merci d'être sur ce plateau ce matin. Bonjour Loïc Hervé. Le conflit aux urgences, tout d'abord, un conflit qui s'enlise et qui se durcit. Est-ce que c'est une situation que vous connaissez également dans votre région, la Haute-Savoie? Oui, en Haute-Savoie, comme dans toutes les régions de France, il y a des mouvements dans les services d'urgence, des mouvements qui sont préoccupants parce que les employés qui travaillent dans ces services qui sont importants, qui sont vraiment importants pour le quotidien de nos compatriotes, se plaignent, et à juste titre, je crois, de difficultés en matière de matériel, de charge de travail. Donc il y a une crise dans les urgences en France. Et d'ailleurs, on étudiait la loi santé qu'on va voter cet après-midi au Sénat. Et ce sont des sujets qui sont vraiment centraux. La réponse du gouvernement face au désarroi, à cette détresse dans les services d'urgence, elle n'est pas à la hauteur? On est dans un contexte de retour à l'équilibre des finances de la sécurité sociale. Il ne faut jamais l'oublier. On est un pays qui doit revenir à l'équilibre. Donc toute mesure qui coûtera de l'argent sera prise potentiellement sur un nouveau déficit. C'est une vraie difficulté pour le gouvernement. Et je pense qu'il faut faire remonter ce dossier-là au plus haut niveau du pays, c'est-à-dire soit le président de la République, soit le Premier ministre. C'est-à-dire, ce n'est plus Agnès Buzyn, c'est à Édouard Philippe de gérer ce dossier. Sur un tout autre sujet, la situation de la droite républicaine qui continue d'agoniser après les résultats aux européennes. 72 maires de droite et du centre ont signé une tribune pour rejoindre Emmanuel Macron. Est-ce que vous auriez pu, vous aussi, la signer? Je comprends la motivation qui a conduit un certain nombre de maires, et non pas de parlementaires, à signer cette tribune rédigée par Christophe Béchu. Je le comprends parce qu'il y a une volonté à droite et au centre de voir le pays s'en sortir et que l'action du gouvernement, quand elle va dans le bon sens, soit soutenue. Vous la comprenez, mais vous ne la soutenez pas? Mais moi j'ai mon calendrier parlementaire. Nous avons un discours de politique générale du gouvernement qui aura lieu demain, mercredi, On va en parler, et un vote qui aura lieu jeudi. Donc cette initiative prise par des maires, je la comprends. Il y a un certain nombre d'amis qui sont sur cette liste. Je comprends ce qu'ils veulent dire. D'ailleurs, il ne faut pas simplement dire soutenir Emmanuel Macron. C'est soutenir les réformes et la réussite du pays. Donc, le risque dans ce genre de choses, c'est de se limiter simplement au La question, elle est simple. Est-ce que vous pourriez quitter l'UDI pour rejoindre et soutenir le gouvernement et la politique d'Emmanuel Macron? La question ne se pose pas en ces termes-là. Je crois fondamentalement que le pays a besoin de diversité politique. Et qu'un pays aussi compliqué comme la France mérite d'avoir une organisation politique qui prenne en charge un certain nombre de sensibilités. Ma sensibilité de centre droit, elle veut la réussite du pays, elle veut la réussite du quinquennat d'Emmanuel Macron, mais elle ne s'inscrit pas forcément dans La République En Marche ou le MoDem, dans l'équation actuelle. Loïc Hervé, vous faites partie de ce qu'on a appelé les Larcher Boys. C'est des sénateurs, les Républicains ou UDI, tous proches du président du Sénat, Gérard Larcher, qui justement est à la manœuvre pour tenter de ressouder, de reconstruire la droite. Vous pensez quoi de son idée d'une grande convention nationale? Vous pensez quoi de son idée de repartir des territoires pour reconstruire la droite? Je crois que l'initiative du président du Sénat est salutaire pour cette partie de l'échiquier politique représentée par la droite, un certain nombre de formations politiques le centre droit. au centre droit. En faisant cela, le président du Sénat propose de ne pas seulement partir des personnalités, des individualités, des appareils, mais de repartir du terrain qui est depuis toujours la raison d'être, notamment évidemment de notre engagement au Sénat, mais même de ces formations politiques. Moi, je suis issu de formation politique qui s'appelle l'UDF, qui est un parti politique historiquement composé d'élus locaux, de gens ancrés dans les territoires. Donc, je pense que c'est salutaire, et je pense que le faire dans ce timing-là permet de donner de l'oxygène dans une situation, il est vrai, qui est assez compliquée pour les formations politiques telles qu'on les connaissait jusqu'à présent. Loïc Hervé, votre actualité cette semaine, c'est la réforme de la fonction publique. Vous êtes le rapporteur du texte. Quelle est votre position sur les principaux points de la réforme, notamment la contractualisation? C'est un texte qui est largement décrié par l'ensemble des syndicats de fonction publique. Ils craignent une privatisation rampante de leur métier. Est-ce qu'ils se trompent? Alors d'abord, je suis co-rapporteur de ce texte avec Catherine Di Folco, sénatrice Les Républicains du Rhône. Donc nous sommes deux en charge de ce texte. C'est un texte que nous apprécions tel qu'il est. Pas la grande réforme annoncée, notamment dans son titre. Il va pas assez loin, qui le dit texte. Transformation de la fonction publique, ce n'est absolument pas le cas. Mais un certain nombre de mesures comme celles que vous évoquez sur la contractualisation de plus en plus importante dans la fonction publique me paraît quelque chose de tout à fait intéressant. Il n'y a aucune raison que tous les fonctionnaires, ou tous les agents publics du moins, qui servent le public, soient sous un statut à vie
de fonctionnaires. Et il faut aussi simplifier, je pense notamment à la fonction publique territoriale, la manière dont nos collègues élus, les maires en particulier, peuvent recruter. Donc simplifier, assouplir, tout ce qui ira dans ce sens-là sera soutenu. Pour parler très clairement, qu'est-ce que vous répondez aux syndicats quand ils vous disent attention à une privatisation, on va privatiser la fonction publique? Ils se trompent, les syndicats? À force de ne pas assouplir un certain nombre de recrutements dans la fonction publique, certains d'entre eux d'ailleurs posent des problèmes, il n'y a pas assez de candidats, eh bien on va tuer même le modèle. Donc gardons le statut pour un certain nombre de fonctions qui sont des fonctions importantes, fonctions régaliennes, fonctions qui touchent précisément à l'argent public, ça c'est très, très clair, mais sur tout un tas de missions qui sont des missions qui pourraient être exercées par des personnes relevant d'un statut de droit privé. Vous le dites, il faut avancer. Le statut de contractuel de droit public est un statut qui convient. Qu'en est-il de la suppression de l'ENA? Elle avait été annoncée par Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle est bien prévue dans le texte? Alors, dans le texte, il y a à l'article 22 une habilitation à légiférer par ordonnance, c'est-à-dire que le gouvernement demande au Parlement de pouvoir lui-même mener cette réforme sur une habilitation extrêmement large. Et moi, je proposerai au Sénat, d'abord à la Commission des lois, ensuite en séance, de restreindre l'habilitation de l'ordonnance pour qu'on se limite à la catégorie A+, c'est-à-dire à la formation des très hauts fonctionnaires. Moi, je suis pour une réforme de l'ENA et de la formation des très hauts fonctionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que l'ENA pourrait être supprimée par cette réforme? Pas par la loi du Sénat, puisqu'elle n'en a pas, ça n'est pas dans le texte législatif, mais par l'ordonnance qui viendrait après. Maître Thiriez s'est vu confier une mission par le Premier ministre et par le Président de la République qu'il doit rendre à la fin du mois de novembre. Donc on est au début de la réflexion et le Parlement veut être associé de très près, le Sénat en particulier, sur cette réforme. Donc habilitation, il y aura sans doute, mais elle sera restreinte, en tout cas dans son champ, dans son périmètre. Pour terminer rapidement, quelques mots sur une autre réforme importante, la réforme des institutions. On a appris que le Sénat, dans la perspective de cette réforme, pourrait être renouvelée intégralement en 2021. Comment vous interprétez cette volonté du gouvernement d'un renouvellement intégral? En 2004, quand j'étais étudiant en droit, j'ai écrit un mémoire sur les groupes parlementaires, notamment les groupes parlementaires au Sénat. Et ce qui me préoccupait, j'ai relu ma conclusion il y a quelques jours, ce qui me préoccupait alors, donc il y a 15 ans, c'était de voir progressivement le fonctionnement du Sénat se rapprocher de celui de l'Assemblée nationale. Votre inquiétude les est groupes actuelle, les groupes parlementaires, la durée du mandat, le mode d'élection, le renouvellement. Moi, je pense qu'en termes de continuité, le Sénat est une institution d'équilibre dans la République. En termes de continuité, c'est très important qu'il soit renouvelé par moitié tous les 3 ans. Loïc Hervé, sénateur centriste de Haute-Savoie, accord bilatéral avec les Suisses sur les règles communes pour interdire l'utilisation de la pratique du jet ski sur le lac Léman, qui est un lac qu'on partage avec la Suisse. Alors, est-ce que la coopération avec la Suisse, elle se passe bien? Elle pourrait se passer beaucoup mieux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est un État. C'est un État et la Suisse est même une fédération d'États. Quand vous discutez avec l'État de Genève, vous discutez avec un État fédéré. Et donc, les Français, quand nous arrivons en discussion avec eux, nous venons avec les élus, des intercommunalités, le département, la région. Et puis l'État national chez nous, qui ne veut pas se voir privé de ses prérogatives. Négociation. Donc, on a et je l'avais proposé d'ailleurs très récemment au Sénat, il faut qu'on ait des chefs de file beaucoup plus précis sur les différentes compétences avec lesquelles nous discutons. Sur le jet ski en particulier. Voilà, vous avez réussi. Le lac Léman est un lac très important. Mais il l'avait fait avant nous. Il y a un biotope à protéger sur les rives qui sont très importants. Donc les sports mécaniques sur le lac, il faut vraiment les encadrer de manière extrêmement stricte. Mais on a d'autres sujets. Par exemple, on a le sujet de l'indemnisation des travailleurs frontaliers et des chômeurs, puisque c'est la France qui indemnise. On viendrait nous en parler. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Hervé, je signale, ça va rien avant que démarriez le 43e festival du film d'animation d'Annecy sous le signe du Japon cette année. Magnifique. Très important dans la région. Nous en parlerons également dans le reste de l'actualité. On l'a évoqué avec vous, Loïc Hervé, le discours de politique générale d'Édouard Philippe, chômage, solidarité, écologie ou encore loi de bioéthique. Voilà les thèmes qui devraient être au menu de ce discours demain à l'Assemblée. Le Premier ministre qui s'exprime devant les députés, discours suivi d'un vote. Et c'est assez rare pour le souligner. Le lendemain, jeudi, un vote aurait également lieu au Sénat en présence du Premier ministre. Explication Adrien Develay. Week-end studieux pour le Premier ministre Édouard Philippe à quelques jours de son discours de politique générale. Un discours pour lancer l'acte 2 du quinquennat. Lors d'une allocution face aux députés mercredi, le Premier ministre donnera les grands axes pour les 3 ans à venir
Les députés devront dans la foulée se prononcer lors d'un vote de confiance. C'est un discours attendu, censé remettre l'action du gouvernement sur les rails après la crise des Gilets jaunes. Dans son discours, Édouard Philippe devrait accorder une grande place à l'écologie. L'objectif, montrer que c'est désormais une priorité de l'action de l'exécutif. Pour le reste, le Premier ministre devrait préciser la méthode des mois à venir, ainsi que l'agenda des grandes réformes, assurance chômage, retraite, plan pauvreté, loi bioéthique, réforme constitutionnelle. Mais Édouard Philippe l'a promis, son discours ne devrait pas durer plus d'1 heure. Et au Sénat, le même discours sera prononcé par le ministre de l'écologie François de Rugy. À la demande d'Édouard Philippe, la déclaration sera débattue jeudi par les sénateurs qui procéderont ensuite à un vote. Un vote qui, lui, en revanche, n'engagera pas la responsabilité du gouvernement.